La dynamique créée par Emmanuel Macron lors de la présidentielle s'est donc totalement confirmée hier à l'issue du premier tour des législatives françaises. Si le résultat se consolide le week-end prochain, il pourra compter sur une très large majorité absolue à l'Assemblée nationale, selon l'ombre au tableau. Mais quand même de taille, on va l'aborder d'ailleurs, c'est l'abstention. Un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes cette fin de semaine. Pour commenter ces résultats et leurs conséquences, notre invité est celui qui, selon toute vraisemblance, représentera les Français de Suisse à l'Assemblée nationale. Joachim Son-Forget, candidat de La République En Marche, sorti très largement en tête au premier tour des législatives face à la candidate sortante LR. Bonjour Joachim Bonjour. Son-Forget. Merci beaucoup d'être notre invité ce matin dans notre studio de Genève. Vous êtes de profession radiologue spécialiste du cerveau au CHUV de Lausanne, docteur en sciences de l'EPFL. Vous êtes aussi, m'a-t-on dit, claveciniste de talent. On va aborder ces législatives et ce qu'il va en découler dans un instant. Votre élection ne devrait être en principe qu'une formalité le 18 juin prochain, compte tenu de votre avance, 64% contre 17% à votre rival. Ce sera une formalité dans quelques jours pour vous ? Oui, donc c'est 63 contre 15%. En effet, mais c'est un résultat assez symbolique qu'il a été pour mes collègues des autres circonscriptions. Néanmoins, rien n'est jamais acquis, et d'autant plus que ce sont les électeurs qui décident. Donc je me garderai bien de décider à leur place. En tout cas, je continue à leur présenter mon programme, de venir les voir, d'aller à leur rencontre, et nous verrons dans une semaine. Alors, on verra dans une semaine, effectivement, vous l'avez dit, en bon scientifique, rien n'est jamais acquis. Avant de parler de cette déferlante aux législatives sur le score, on estime de 390 à 445 sièges les députés potentiels En Marche sur les 577 que compte l'hémicycle. Peut-être ce qui est le plus étonnant, un Français sur deux ne s'est pas rendu aux urnes pour ce premier tour. Terrible abstention. Comment vous comprenez ça, vous ? Donc bien sûr, il faut se désoler de l'abstention de manière générale. Il y a quelque chose dans l'organigramme du planning électoral depuis l'introduction du quinquennat qui peut-être pose souci. Ça, c'est quelque chose auquel il faudrait réfléchir. Au-delà de ça, je pense qu'il faut trouver de nouveaux moyens d'inciter les gens à aller aux urnes. Ça peut passer par le vote électronique, le vote par correspondance. On le sait bien en Suisse. Néanmoins, il y a quelque chose, notamment pour les Français de l'étranger, à aller élargir et s'enrichir je dirais, de nos outils numériques qui sont sous-utilisés pour ce type de scrutin. Oui, alors le vote numérique et aussi, vous l'avez dit, peut-être modifier le calendrier ? Modifier le calendrier, c'est quelque chose auquel il faudrait en tout cas réfléchir. Néanmoins, je crois que la priorité pour l'instant, elle est surtout de terminer ce temps électoral qui était fatigant pour beaucoup, parce que peut-être le niveau du débat à certains égards, au vu de certains types de concurrents que nous avions dans la campagne présidentielle, et même dans cette campagne, finalement, pose un petit peu souci. Donc beaucoup de gens souhaitent sortir de cette période et nous voir au travail, si vous voulez. Voilà. Alors, cette question du taux d'abstention très fort, est-ce que ça ne va pas d'emblée vous poser un problème de légitimité populaire pour ces législatives ? Écoutez, les gens sont libres d'aller voter, ils n'ont pas la contrainte d'aller voter. Moi, ce que je pense, c'est d'essayer de voir la bouteille à moitié pleine en disant: trouvons de nouveaux moyens pour convaincre les gens de s'intéresser encore plus aux faits politiques. Il y avait un tel ras-le-bol dans le pays, avec une telle nécessité de renouvellement, que il est tout à fait normal que vous ayez une partie de la population qui ne soit pas du type croyant fervent et qui demande à voir pour croire. Donc à cela, je dirais, donnons-leur des gages, donnons-leur des preuves de notre action, et je sais que si nous faisons les choses correctement, eh ben, il y aura plus de gens pour nous soutenir encore lors de prochaine échéance électorale. Néanmoins, je crois que c'est quand même quelque chose de très engageant, qui nous incite à la vigilance, à l'humilité, certes, mais qui me semble tout à fait très engageant pour montrer la cohérence des Français. Ils ont fait confiance au président Macron, enfin au candidat Macron à l'époque, et maintenant ils font confiance à ce projet gouvernemental et souhaitent le voir appliqué. Vous l'avez dit, vigilance et humilité, Joachim Son-Forget. Alors, vous l'avez peut-être entendu, notre invité qui était historien à 7h15, qui commentait ces résultats, cette vague, ce tsunami d'En Marche, disait, au fond, c'est une victoire embarrassante parce que majorité absolue, il n'y aura pas d'opposition dans l'hémicycle, elle viendra peut-être de la rue, qui sait.
fait. Est-ce que c'est pas une mauvaise chose pour la démocratie, en l'occurrence la démocratie française, que ce raz-de-marée et cette majorité absolue au sein de l'hémicycle qui ne souffrira d'aucun contre-pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas un effet pervers d'ores et déjà? Alors, il y a 2 choses, c'est que, cette situation, finalement, d'opposition systématique, entre la gauche et la droite, quelles que soient les idées en filigrane, heu, c'est quelque chose que, je dirais, les gens de la vieille politique, les tenanciers de la vieille politique, ont contribué à créer. Cette situation est entièrement leur responsabilité. Par ailleurs, heu, vous savez, ce n'est pas l'armée des clones En Marche, hein. Et il y a dans les gens qui ont été investis par La République Beaucoup En Marche des d'inconnus qui profils. n'ont aucune expérience politique. Il y a beaucoup de gens qui ont une expérience professionnelle et associative de grande valeur, où les qualités de négociateurs ont été développées, qu'ils sont et certainement autant, sinon mieux présentes que chez des soi-disant professionnels de la politique. Il y a au contraire un intérêt à déprofessionnaliser quelque chose qui était devenu un entre-soi tout à fait gênant. Mais j'insiste, c'est la diversité des parcours dans les gens qui sont investis dans La République En Marche. Mes collègues de Haute-Savoie et de l'Ain, par exemple, on n'est pas des copies-collées. On se connaît en l'occurrence. Et il y a des gens là très différents, d'origine socio-professionnelle très différentes, qui ont des perspectives qui correspondent aussi à celles de leur circonscription. Donc vous avez déjà une diversité des opinions. Néanmoins, avec la volonté de s'engager pour respecter le contrat avec la nation que nous avons passé avec les citoyens et le président, pour faire réussir ce programme, mais avec la diversité des opinions. Quand j'entends le mot Voilà. déprofessionnalisons, ça me fait penser à la Suisse, hein, au fond, et son parlement de milice. Vous avez ça en tête? Alors on ne peut pas aller jusque-là, même si, théoriquement ce serait, je crois, souhaitable, parce qu'il faut que les gens gardent un pied sur terre. C'est très important Ce serait que les gens souhaitable. gardent Non, un mais là, pied c'est ancré très dans la intéressant. réalité. Pardonnez-moi de vous couper, mais un député français, enfin quasi élu à l'Assemblée nationale, dit ce serait souhaitable de faire un peu comme en Suisse? Écoutez, ce que je trouve souhaitable, ce soit que les gens ne soient pas déconnectés entre les ors de la République et la vraie vie. Donc on doit aussi créer les conditions pour que les gens qui vont s'engager, pleinement avec toute leur énergie dans ce mandat, sachent qu'à un moment donné, il faut, décrocher, il faut laisser le fauteuil, parce qu'on est là pour servir, on n'est pas là pour se servir. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de cette large victoire, de cette majorité absolue à l'Assemblée nationale? Mener une politique sans concession, le président l'a dit, je procéderai par voie d'ordonnance, il y a la loi travail qui se profile. Est-ce que vous ne risquez pas, ce faisant, d'agiter une opposition, si elle n'est pas parlementaire, mais dans la rue, au fond? Est-ce que ce n'est pas la rue qui est le plus à craindre lors de, pour reprendre les propos de notre invité, toujours le même à 7h15, lors de ce qu'il a appelé, lui, un quatrième tour, pensant qu'il y avait le premier et le deuxième tour de la présidentielle, troisième tour étant les législatives. Est-ce qu'il y aura un quatrième tour social au mois de septembre? Est-ce que vous craignez ça? Pour que le dialogue ait le temps de se faire, l'exécutif a tenu à recevoir les différents acteurs du dialogue social. Il a fait de telle sorte qu'on ait un calendrier qui soit tenable avec chose qu'on va faire cet été, dès le mois de juillet, avec je dirais, certes, la volonté d'aller vite, donc de procéder par ordonnance, mais ça nécessite de demander la confiance au Parlement. Ça nécessite également, en tout cas, c'est une précaution qui a été prise, de discuter avec les différents partenaires sociaux. Pour le moment, vous voyez, personne n'a crié au loup. Je crois que les gens étaient satisfaits d'être reçus, qu'il y ait une discussion qui s'engage pour qu'on puisse faire les choses rapidement et en même temps dans le dialogue. Alors, pays cherche opposition, ça c'est le titre du commentaire de La Liberté. Valérie Drouot, on va résumer l'article et on le commenter ensuite avec notre invité. Pays cherche opposition après la victoire du mouvement La République En Marche au premier tour de ces législatives. Oui, un commentaire à lire aussi dans les journaux Neuchâtelois et Le Nouvelliste. Les Français ont voulu offrir au nouveau président un blanc-seing bienveillant et la question s'impose donc: qui sera l'opposition? Elle viendra peut-être d'abord de l'intérieur de La République En Marche, car, lit-on, on peine à imaginer qu'une délégation aussi pléthorique, hétérogène, inexpérimentée puisse éviter les querelles et divisions du village gaulois. Ensuite, estime le commentateur, l'opposition viendra peut-être de la rue, vous l'évoquiez Simon, d'une contestation déjà programmée contre la première grande loi clé du président sur la réforme du Code du travail. Quant à Emmanuel Macron, dit
dit le commentaire. Il continue à surfer sur le raz-de-marée qu'il a provoqué. Un exercice quand même de très haute voltige. Voilà, alors ce qui est intéressant, c'est que l'opposition peut venir aussi de l'intérieur du mouvement République En Marche. Vous le sentez, vous le craignez, vous l'avez analysé, Joachimson Forget? Je suis plutôt confiant vis-à-vis de ce souci. Je crois simplement qu'il y a la diversité des parcours pour apporter des sensibilités différentes, mais sans les mauvaises conditions pour créer une génération de frondeurs. Finalement, ce qui est intéressant, c'est quand même que on disait, vous n'avez pas de programme, on présente un programme très clair. Ensuite, se succèdent d'autres types de problèmes, et à chaque fois, une nouvelle inquiétude survient. Est-ce qu'elle est bienveillante? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est important d'y répondre. Et cette fois-ci, finalement, vous n'aurez pas de majorité absolue. Il semble qu'on ait, in fine, peut-être plus de 400 sièges. Nous verrons la semaine prochaine. Voilà. Qu'est-ce que ça les veut dire? conditions On se sont là méfie pour de votre travailler. succès? Comment vous prenez Mais c'est ces parce que c'est critiques? inhabituel. C'est parce que c'est inhabituel. C'est un phénomène nouveau qui a grandi en une année. Cela génère de l'inquiétude. Mais je tiens vraiment à préciser que il y a à la fois les conditions de la multiplicité des parcours, et donc d'un dialogue riche au sein de la majorité future En Marche, que j'appelle de mes voeux, et à la fois euh, une vision très claire, parce que c'est celle qu'on défend depuis des mois. Mais reprenons votre cas, on ne l'a peut-être pas fait, on aurait dû commencer par là. Vous êtes très jeune, 34 ans, vous êtes médecin, radiologue, spécialiste du cerveau, vous êtes musicien virtuose. Qu'est-ce qui vous a fait vous engager en politique et dans ce mouvement, si ce n'est ce parti-là? Oui, et c'est la même volonté, je crois, que celle de vouloir être médecin. Celle de vouloir être médecin, c'est de venir en aide à des personnes, mais on le fait sériellement, un par un. Et par l'action politique, vous avez la possibilité de faire grandir cette capacité d'action, en tout cas en ayant un impact positif, en tout cas telle est la volonté, sur un plus grand nombre de personnes. Et ça, c'est le côté fascinant de la chose publique. Voilà. Et pourquoi pas un autre parti? Parce qu'il me fallait quelque chose de raisonnable, qui puisse, je dirais, sortir des clivages habituels. J'ai essayé de m'y frotter, rien ne m'a vraiment beaucoup plu. En tout cas, ce qui me fait plaisir ici, c'est qu'il y a quelque chose qui écoute des gens très différents, qui me permet moi-même de réconcilier des centres d'intérêt différents qu'on eût pu classifier, certains de droite, d'autres de gauche, mais qui peuvent être vécus en même temps de manière unifiée. C'est un grand bol d'air. Et vous êtes ni de droite ni de gauche, Joachimson Non, c'est Forget. c'est et. Vous êtes de droite et de gauche. Nini, c'est pour les C'est la somme c'est des pour les contraires, gens mais qui ne alors ça croient donne plus à quoi? rien. Les gens qui ne croient plus à rien se disent peut-être Nini, mais moi je veux les engager à croire à parce que on peut faire la somme de beaucoup de choses et avoir en tirer profit et permettre les autres d'en tirer profit surtout. Alors sur la réforme du Code du travail, par exemple, ce sera ce sera à la fois du social et de la flexibilité. On a peine à comprendre ce que ça peut donner. C'est quoi? C'est réformer, mais sans tenir compte de l'avis des syndicats, être flexible et tout en baissant le taux de chômage. Expliquez-nous la méthode là. Alors, je vous l'ai dit, en plus, les syndicats, on les rencontre des deux côtés. Néanmoins, il faut créer des conditions pour que ces syndicats soient eux-mêmes plus représentatifs tant des employeurs que des employés. Ça nécessite du dialogue, ça nécessite également d'être, je dirais, la philosophie générale sont des mesures incitatives et pas coercitives. Alors, quand on va faire la réforme du travail, cette dite flexi-sécurité, qui est très scandinave et très suisse aussi, finalement, c'est de donner à la fois plus de fluidité pour embaucher et pour débaucher pour les employeurs, mais cette fluidité pour embaucher et débaucher, elle se retrouve finalement d'une autre façon du côté employé, parce qu'il y a des situations employeurs-employés qui sont totalement crispées. On souhaite en sortir. On souhaite également permettre aux gens, dans cette vie où vous faites rarement un seul métier toute la vie, pouvoir évoluer d'un métier à l'autre en ayant la possibilité d'avoir des indemnités chômage, avoir pendant cette période de chômage du temps pour vous reformer efficacement. Et alors on fait par ailleurs un grand effort pour le pouvoir d'achat des actifs, on le fait du côté des employés, on fait un effort du côté des employeurs en leur permettant d'embaucher à moindre coût. Donc je crois au contraire que c'est une solution à nouveau qui tire pas la couverture que d'un seul côté et qui favorise tant
les employeurs que les employés. Mais pourquoi dans le dialogue. réussiriez-vous là où, par exemple, M. Sarkozy a échoué? Il voulait aussi réformer le Code du travail en France. Lui a échoué vraiment. Pourquoi vous réussiriez? Monsieur Juppé avait échoué aussi pour la réforme des retraites. Il y a des choses il y a parfois eu des bonnes idées à différents égards dans les partis précédents, mais la situation politique était telle que de toute façon, vous aviez toujours une situation de quasi-cohabitation avec des majorités relativement faibles qui ne vous permettent pas, si vous avez notamment de la dissension dans vos rangs, de pouvoir faire passer efficacement certaines mesures. Donc, deux choses. Le fait d'avoir une majorité absolue va nous permettre d'agir. Deuxième chose, eh bien, un état d'esprit très différent, inclusif, qui souhaite dialoguer. C'est tout le fond de notre pensée. L'inclusion. Bon, alors votre mandat à vous, vous serez, pardon, il faut encore mettre le conditionnel, représentant des Français de Suisse. Quelle sera votre priorité peut-être, ce fameux dossier des successions qui ne sont plus protégés contre la double imposition? Vous allez vous atteler à cette tâche? Alors je l'ai dit en effet dans les colonnes d'un quotidien, c'est un dossier qui est vraiment important, qui est parce qu'il crée de l'injustice, donc du reste pour les familles suisses et pour les familles françaises. Donc moi, je suis de manière générale pour toute fiscalité quand elle est confiscatoire et qu'elle ne permet pas je dirais de bénéficier des fruits de son travail. Et là, on a de réels problèmes avec le déconventionnement depuis donc la dernière mandature, depuis 2015. Il y a d'autres problèmes sur les revenus du capital, notamment liés à l'immobilier pour les Français qui vivent en Suisse et souvent gardent un bien immobilier. Ce sont eux au les pays, principaux perdants. Hein, dans l'idée bien sûr. Donc je serai engagé sur ces dossiers. Je serai engagé également je le précise, hein, contre l'impôt à la nationalité. C'est pas du tout dans notre programme. Donc que les Français soient rassurés sur le type de philosophie que nous avons. Par ailleurs, il faut être engagé sur le terrain pour l'enseignement français à l'étranger. Et notamment, c'est une réalité à laquelle il faut faire face, notamment en Suisse alémanique. On doit être engagé sur le maintien et le développement de nos établissements scolaires. Il faut aussi, vous savez, au-delà des perspectives locales, même si on sera engagé sur celles-ci de manière totalement marquée, il faut être engagé sur les problématiques nationales. Donc l'urgence cet été, ça va être, en tant que représentant de la nation, de faire réussir cette réforme du travail, cette simplification du Code du travail et toutes les mesures dont on vient de parler. Voilà. Joachim Son-Forget, évidemment, la Suisse et l'Union européenne ont des relations un peu compliquées depuis quelque temps. À propos d'Europe, l'économiste le plus connu d'Allemagne, Hans-Werner Sinn, critique le projet européen d'Emmanuel Macron. Avant toute chose, Hans-Werner Sinn salue l'esprit pro-européen d'Emmanuel Macron, mais dans la Luzerner Zeitung, il critique ses propositions concrètes. Emmanuel Macron veut un budget commun et un parlement commun pour l'eurozone, une assurance chômage commune aussi. Macron veut surtout renforcer l'eurozone, tandis que pour l'économiste, c'est l'Union européenne qui doit être la priorité, avec un partenariat plus solide en matière de sécurité. Il craint que le projet d'Emmanuel Macron ne crée une Europe à deux vitesses en isolant les pays est-européens comme la Pologne, la Bulgarie, la Tchéquie. Pas seulement d'ailleurs, puisque le Danemark et la Suède n'appartiennent pas non plus à l'eurozone. De toute façon, dit-il, les citoyens allemands ne pourront jamais accepter d'affaiblir leurs compétences budgétaires pour renforcer l'eurozone. Le projet de M. Macron, le risque serait de créer une Europe à deux vitesses. Qu'en dites-vous, Joachim Son-Forget ? Oui, mais vous savez, l'Europe à deux vitesses, c'est une vieille rengaine, mais au fond, elle existe déjà, parce qu'il y a une Europe de l'Union monétaire, et il y a le reste de l'Europe, où on essaye de continuer cet effort d'intégration, qui, je crois, est tout à fait nécessaire. Alors, en effet, il y a besoin d'avancer en rang serré pour que l'Europe économique réussisse mieux. Il y a besoin de mesures en interne contre le dumping salarial, il y a besoin de mesures pour renforcer le marché européen, parce qu'il a encore besoin d'être réinventer. En effet, il y a une Europe de la sécurité à créer et c'est la bonne dimension, je crois, pour la dimension défense, mais on l'a rappelé dans notre programme. Maintenant, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas non plus, je dirais, faire un inventaire à l'après-vert et venir voir Madame Merkel en lui disant c'est ça qu'il faut faire maintenant exactement. Donc, il y a la philosophie générale d'action. Je crois que ça commence déjà par donner des gages, je dirais, de respect de nos objectifs budgétaires à nos partenaires. Quand la confiance va mieux, vous pouvez proposer un partenariat. Et là, je crois qu'en effet, il faut comprendre qu'il y a déjà cette idée d'Europe à deux vitesses. Faut-il l'encourager ? C'est un débat. Néanmoins, je crois qu'il faut à la fois savoir
relancer cette Europe économique qui est à la peine, et de l'autre côté, continuer un effort d'intégration, notamment à nos confins. Et moi, qui connais bien les Balkans pour avoir travaillé comme analyste politique et connaître les langues de la région, j'y vais régulièrement. Il y a un enjeu de chômage des jeunes, il y a un enjeu d'intégration à des gens qui sont profondément de cœur européen, et il ne faut pas rater notre pari aux frontières de l'Europe. Alors, vous êtes médecin, je l'ai dit, une dernière question hospitalière. Les gouvernements des 2 cantons de Bâle veulent fusionner leurs hôpitaux. Esther Coco, mais la commission de la concurrence veille au grain, nous dit ce matin la Basler Zeitung. Oui, la commission de la concurrence étudie actuellement la situation, consulte différents acteurs. Il s'agit d'éviter un monopole dans le secteur de la santé. Les ministres de la Santé des 2 Bâles veulent ouvertement créer un grand groupe hospitalier qui va couvrir 75% des besoins en soins aigus du nord-ouest de la Suisse. Mais les cliniques privées sont inquiètes. Elles parlent d'un acteur qui devient too big to fail. Elles craignent une surcapacité qui tue peu à peu les acteurs privés, surtout que les cantons ont déjà tendance à favoriser leurs hôpitaux publics. Il est donc probable, selon la Basler Zeitung, que la Comco demande aux cantons de redimensionner leur projet. Vous êtes radiologue au CHUV de Lausanne. Vous avez peut-être entendu notre invité de vendredi, qui est Didier Pittet, professeur au HUG, qui disait oui, il y a trop d'hôpitaux en Suisse. Bon, est-ce que vous philosophez souvent entre vous sur cette question? Quelle est votre position, Joachimson Forget? Bon, ma position, c'est qu'on bénéficie d'un maillage très bon en termes d'accès aux soins en Suisse. Et là, de ce côté-là, je souhaiterais qu'on puisse désenclaver d'un mauvais accès aux soins certaines régions en France. Maintenant, je me permettrais d'éviter toute ingérence sur des décisions C'est évidemment une question piège de ma part. Oui. Politique de la santé suisse. Néanmoins, je pense que c'est important, en effet, d'avoir une rationalisation des moyens d'action, et parfois ça passe par supprimer certaines redondances. Il y en a entre Lausanne et Genève, 2 hôpitaux universitaires à 60 km. Non, je ne crois pas, parce que je crois qu'on a en effet au contraire, vous voyez que les hôpitaux sont pleins, hein, il n'y a pas de souci, je dirais, d'occupation des lits. Il y a aussi une partie de domaines de compétences qui sont tout à fait complémentaires. J'ai eu l'occasion de le voir, notamment dans des secteurs comme la chirurgie, où j'ai travaillé dans les 2 établissements. Et puis il faut comprendre aussi qu'il y a à la fois une dimension suisse-au-suisse, mais une dimension transfrontalière aussi, parce qu'il y a un bassin démographique grand qui est drainé par ces structures hospitalières, et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que la question de la relation transfrontalière, finalement, elle est omniprésente, on ne peut pas la nier, et elle est bonne pour le bassin économique local. Joachimson Forget, vous êtes à Genève ce matin, médecin au CHU. Vous devrez choisir un jour entre la médecine et la politique? Oui, c'est fort possible. Néanmoins, je pense que l'idée qu'il faille être au préalable désœuvré pour pouvoir être plus libre pour être député est une idée tout à fait hérétique, dans l'idée d'avoir des gens qui représentent la vraie société. Donc moi, je souhaite garder un pied dans le réel. Je n'ai pas encore exactement dessiner les contours de la forme que ça prendra. Ça peut être une matinée par-ci ou une garde par-là pour garder un pied à l'hôpital, être dans la vraie vie, et parce qu'on a envie de se faire absorber par un rythme qui ne correspond plus à celle-ci, et ça, c'est important. Alors en effet, les conditions ne sont pas tout à fait prévues pour faire comme en Suisse avec un parlement de milice. Néanmoins, je pense très important de rester les pieds sur terre. Et vous savez, ça n'empêche pas de travailler. J'ai toujours travaillé au moins 35 heures x 2 dans des plaies à Martine-Aubry. Oui. Mais moi, ça me plaît, donc je m'engagerai de la même façon dans mon mandat politique. Joachimson Forget, probablement élu le 18 juin prochain à l'Assemblée nationale, représentant des Français de Suisse. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.